Bonjour, je m'appelle Philippe Valmont, je suis comédien et après une carrière de théâtre assez enrichissante, je fais maintenant beaucoup de doublage. Doublage de séries, de films, télé, et euh, je retransmets en français ce qui a été joué par un autre interprète avec ses choix, avec son énergie, sa dynamique et dans une mise en scène déjà définie. Donc un virage important dans ma carrière, ça a été en 1993, quand dans un vidéoclub, j'ai entendu deux femmes qui parlaient du doublage. Et j'avais déjà commencé ma carrière de comédien au théâtre, mais je n'avais jamais prêté attention au doublage. Tout en sachant qu'il existait, c'est vraiment une activité connexe qui était à des années-lumière de ce que je pouvais envisager. Et il s'est avéré que ces deux femmes connaissaient une société de doublage qui était juste à côté. Elles m'ont indiqué l'adresse, j'y suis allé, j'ai fait des essais, et ma voix a plu, et le lendemain je travaillais. Donc très progressivement, je suis allé de petits rôles en rôle d'ambiance, de rôles secondaires en rôles principaux. Ça a été très progressif parce qu'il y a tout un bagage technique à intégrer qui n'est pas que de l'interprétation. Et, et ça m'a fasciné. Ça m'a vraiment fasciné parce qu'en fait on me donne l'opportunité de plonger dans des rôles avec peu de temps de préparation, de plonger et de me mettre en péril sur des personnages qu'on ne me donnerait pas forcément comme ça à l'image. Et des personnages de choix avec des comédiens de choix, comédiens magnifiques. Donc je rentre dans l'interprétation de quelqu'un d'autre et je dois épouser ses choix et les interpréter avec moi, mon vivant, mon vécu et ma dynamique à moi, mais en me fondant dans sa dynamique à lui, dans ce qu'il a choisi, ce qu'il a construit. Dans le doublage, c'est à peu près comme dans la production cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a un distributeur qui va diffuser le film sur un territoire, il fait appel à un directeur artistique, et qui serait analogue au metteur en scène, le diffuseur étant analogue au producteur, et ce directeur artistique va choisir une distribution pour son personnage. Donc c'est à ce moment-là que je suis contacté, et mon lien le plus important, c'est le metteur en scène, enfin, ce directeur d'acteur, qu'on appelle directeur artistique dans le doublage, puisque c'est lui qui va me diriger, qui va m'orienter sur la construction de ce personnage et comment servir au mieux l'œuvre que lui connaît absolument à fond. Moi, quand j'arrive, à part les très grands films de 35 mm, je pense à quand je double Christian Bale par exemple, j'ai la chance de pouvoir, quelques mois auparavant, quand les bobines sont disponibles, d'avoir une projection pour voir le film. J'ai l'intention de m'enterrer vivant tous les soirs. Ensuite, quelqu'un s'amènera pour m'exhumer. Magnifique. Ou alors des cassettes ou un CD, et on se retrouve dans une petite salle avec un autre partenaire ou une partenaire pour les rôles principaux, et là on visionne une fois, deux fois, autant de fois qu'on veut le film pour s'imprégner de ce qui s'est passé, de la façon dont il a construit son personnage. Et après, lorsqu'on est convoqué sur les plateaux, là j'ai 4, 5, 6 jours. Le plus long doublage que j'ai fait, c'était 12 jours pour Eric Bana sur Spielberg. Et là, parce que c'était très compliqué, il y avait des accents à prendre, accent palestinien, israélien, allemand, égyptien, et j'avais un coach pour chaque voix. Ça a été un travail très intense. On devra peut-être continuer à les tuer. Éternellement. 5 cibles sont toujours en vie. C'est 5 hommes qui doivent être tués. La grosse contrainte de ce travail-là, c'est que je dois rentrer dans une interprétation qui a mis des mois à être élaborée en collaboration avec un metteur en scène, la nature de ce comédien, son travail profond. Il se jette dans les prises comme ça, et donc il laisse vivre sa spontanéité, sa vérité sur l'instant. Coupé, on reprend, on refait une autre prise, etc. Et cette vie-là, il faut que je rentre dedans de façon extrêmement technique. Donc il faut que je puisse me lâcher. C'est la complexité de la situation, puisque j'ai pas eu le temps de construire un personnage avant. Donc au fur et à mesure du film, et c'est l'intelligence du metteur en scène, donc directeur artistique généralement, de préparer son plan de travail pour qu'on rentre en douceur dans le film, et les points clés, les scènes clés du personnage, où là, où il demande d'avoir une bonne construction du personnage, on les travaille un peu plus tard. Chaque comédien que je double ayant une dynamique, une énergie personnelle très différente de la mienne. Généralement, je suis casté sur un personnage parce que je suis assez match voice, très proche. Ou
parce que le directeur artistique ou la directrice artistique sent que mon énergie naturelle, mon authenticité à moi, va rentrer et va alimenter quelque chose de très précis, très juste dans le personnage qui a été construit par ce comédien. Donc, euh, quand je double Luke Wilson, par exemple, qui est un comédien qui fait plutôt beaucoup de comédie, qui est très léger, et d'un coup, je rentre dans une dynamique très différente, et mes résonateurs nasaux sont plus sollicités, ma voix change, et je rentre dans cette dynamique-là. Des comédiens comme Christian Bale sont plus dans la gorge, plus dans la poitrine. Je vous ai sauvé la vie. En retour, j'ai besoin de savoir ce que vous avez fait des empreintes de Bruce Wayne. Le gros danger, c'est d'utiliser la voix pour faire de la voix. Et là, d'un coup, la voix n'est plus vecteur d'émotion ou vecteur de ressenti. Et ça s'entend. Le meilleur doublage, c'est un doublage qui ne s'entend pas. Et la meilleure preuve de ça, c'est quand vous êtes en train de regarder quelque chose à la télévision, vous quittez la télévision, vous allez aux toilettes ou vous lavez les mains, et vous continuez à écouter. Et là, on se rend compte si ça joue ou si ça joue pas. Parce qu'on était dans l'histoire, on était baigné par les personnages et leur image, leur présence, etc. Et d'un coup, on n'a plus que l'audio. Et là, on se rend compte de ce qui se passe réellement. Au micro, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que ça a été vécu? Est-ce que ça a été juste dit? Avec des bonnes intonations très propres, très justes, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça a été enregistré? Je voulais faire le parallèle, et c'est intéressant, avec la post-synchro. Et les comédiens qui viennent pour se post-synchroniser également. Comme il y a, eux, sur le plateau de tournage, ils étaient à revivre quelque chose avec beaucoup d'acuité, beaucoup de spontanéité, et se laisser cueillir par ce qui se passait en eux et dans l'environnement, et d'être en interaction avec la réalité de l'instant qui est filmé. En post-synchro, ils arrivent et ils doivent réintégrer les contraintes, les techniques qui sont là, c'est-à-dire que le texte est écrit sur une bande, qu'on appelle une bande rythmo, et il défile, il a été intelligemment écrit par l'adaptateur, de façon à ce que les labiales françaises correspondent aux labiales originales. Et il y a une barre verticale, quand le texte passe au niveau de cette barre verticale, c'est là où on lit, puisque les labiales sont synchronisées pour qu'elles correspondent au labial original. Donc ça, c'est un paramètre technique très très contraignant. Donc le comédien ou la comédienne qui a été filmé, qui arrive en post-synchro, doit intégrer ce paramètre-là, mais essayer de revivre ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Et c'est toute la difficulté, parce que on peut vivre un moment, mais le travail de comédien, c'est le revivre. Au bon gré du metteur en scène. Est-ce que j'ai donné ce qu'il fallait pour que l'histoire soit correctement racontée, telle qu'elle est attendue? Donc on revit en permanence les choses. Et retrouver cette virginité de l'instant, il va ouvrir la porte. Je sais qu'il va ouvrir la porte. Et je vais devoir réagir à la tête qu'il va faire quand il va ouvrir la porte. Mais je sais qu'il va ouvrir la porte. Et donc en post-synchro, c'est pareil. La comédienne ou le comédien sait ce qu'il a joué. S'en rappelle organiquement. C'est vivant. Il a vécu le truc. Et son rapport à son outil est vif et il peut le solliciter. Mais il va devoir intégrer aussi des paramètres techniques parce qu'il l'a fait avec une certaine rythmique et il va devoir intégrer ça. Et il faut du temps. Il faut vraiment beaucoup de pratique pour être extrêmement à l'aise avec ça et savoir respirer quand le comédien à l'image respire et être dans son énergie. Le corps est sollicité exactement de la même façon que le corps est sollicité à l'écran. Nous travaillons avec une barre, qu'on appelle la barre, une barre métallique horizontale, et on est debout et le micro est à une distance de bras. Et donc je fais des mouvements, je sollicite mon corps tel qu'il est sollicité à l'image, puisque je dois remplir cette énergie-là. C'est très différent, par exemple, pour les cartoons. Le Batman Lego, que j'ai eu le plaisir de doubler, c'est un type, je me retrouvais des fois à la barre en me sentant complètement rigide comme ça, parce que c'est un bout de plastique, et même s'il bouge, eh bien avoir cette physicité-là, je ne sais pas si le terme est, en italien il marche, mais en français c'est pas sûr, cette physicité-là aide à rentrer dans ce qui se passe à l'écran. Donc on sollicite, et le corps joue et est complètement lancé dans les instants de la même façon que la voix.
Je te parlais de ce terme, la double bande, ce qu'on appelle la double bande, puisqu'il y avait cette boucle magnétique qui tournait sur une tête d'enregistrement, et les monteurs découpaient euh, la magnétique en petits morceaux, ils la collaient, recollaient pour avoir exactement les labiales quand ça n'avait pas été bien enregistré. Un boulot de dingue. Euh, donc il y avait une première boucle qui était la boucle audio, et la deuxième boucle c'était la pellicule. Donc on appelle ça la double bande. C'est quand on projette au client, c'est-à-dire au diffuseur, le résultat final du doublage. Donc quand j'ai commencé en 93, dans les studios Marcadet, euh, on, on, on continuait à enregistrer avec des magnétiques. Donc on avait du temps pour développer cette relation avec le directeur artistique, pour fouiller le personnage, en parler plus comme une construction de personnage. C'était vraiment passionnant à ce moment-là, on avait plus de temps pour cette complicité-là. Donc ça, c'était 93. Il est arrivé vers la fin des années 90 un magnétophone qui s'appelait le DD 1500, donc plus de bande magnétique. On commençait à avoir des projecteurs vidéo et une grosse, oui, c'était une grosse magnétique, mais en une seule bande, une espèce d'énorme ruban, le DD 1500, les techniciens connaissent ça. Et donc c'était fabuleux, il y avait 7 pistes, je crois, et on enregistrait à une vitesse folle, ça rembobinait très très vite. C'est une première révolution. Et puis est arrivé le numérique, le numérique à tous les échelons du doublage. C'est-à-dire que même ce qui était calligraphié avant sur un celluloïde et qui était projeté, ce qu'on appelait la rythmo, est devenu numérique. Donc le texte maintenant est écrit euh, par une machine. Donc la souplesse qu'avait l'adaptateur pour venir mettre la labiale exactement au bon endroit, euh, avec le métier, les calligraphes faisaient un boulot absolument génial. Parce qu'on arrivait en studio, ça coulait de source. Il y avait cette souplesse-là, qui est très difficile à reproduire avec le numérique. Très très compliqué. Aujourd'hui, il y a des bits précis et faut rentrer là-dedans. Et c'est beaucoup moins souple. Donc il y a cette contrainte de la rythmo et le fait qu'avec deux boutons et un timecode, on saute du début du film au milieu du film, à la fin on revient au début, etc. Donc on a très très peu de temps pour cette relation avec le directeur artistique, celui qui va nous faire travailler. Et ça, je le déplore parce que moi, c'est ce qui m'enrichit le plus, cette collaboration-là, et de construire quelque chose qui soit intelligent, vif et sensible, quoi. Et on a de moins en moins ce temps-là. Et on a aussi un développement des diffuseurs, je pense aux plateformes, etc., qui font qu'il y a de plus en plus de supports à doubler dans un temps de plus en plus réduit, et la qualité commence à se faire à tomber, quoi. Vraiment, c'est inquiétant. Dans ce rapport avec le directeur artistique, c'est lui qui me convoque. Et un jour, je reçois un coup de fil inattendu de Madame Jenny Gérard, qui malheureusement nous a quittés le mois dernier. C'est une très grande directrice artistique qui a été coproductrice de cinéma et qui dirigeait une grande maison de doublage. Et elle m'appelle un matin et elle me dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais que vous veniez sur un de mes films, tel jour, telle heure, tel studio. Super. Et j'arrive dans le studio, il y avait quelques comédiens qui étaient en train de travailler. Entre deux boucles, quand l'enregistrement s'arrête, je rentre et je m'installe discrètement dans un coin, j'attends qu'on m'interpelle. Et c'était un film brésilien qui s'appelle Carandiru. Il y a une scène, c'est un travesti brésilien, ça se passe dans une prison brésilienne. Il y a des gens du gouvernement qui sont là. Il y a eu une émeute et le personnage s'effondre en larmes et, et décide de révéler que ça fait des années qu'il se fait violer en permanence par tous les gardes, que c'est la lavette à tout le monde. Et c'est une scène phénoménale. L'interprète est magique, il se lâche complètement, ça part, c'est extraordinaire. Et on voit la scène, et puis j'entends une voix, est-ce que Philippe Valmont est là? Oui, je me présente, et elle me dit, bon ben voilà, c'est votre personnage. On n'avait jamais travaillé ensemble. Et elle me lance sur ce personnage-là. Et là, bon, avec l'aura de cette femme-là, il n'y a pas de choix, quoi. Vous êtes au bord de la falaise, il faut vous jeter. Donc, la lumière s'éteint, le micro s'allume, et là, je me jette.
Et quand ça s'est arrêté, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, en fait. Ça, il y a des moments comme ça où on ne sait pas. Et on n'a fait qu'une prise. Et ça, cette relation avec le directeur artistique est précieuse. Je l'évoquais tout à l'heure, parce que c'est cette personne-là qui va vous mettre dans la situation où vous allez vous dire que vous n'avez pas le choix. Et c'est là où ça se passe bien.